Bon, bienvenue à tous. Je profite de l'erreur que j'ai faite concernant la date, puisque nous sommes le 20 janvier, non pas 2015, mais 2016, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Donc, je vais procéder un peu comme je procède habituellement. Ceux qui sont déjà venus au Café Philo que j'anime pourront le constater. Donc je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par vous... C'est moi qui vais un peu parler au début pour lancer le débat. Et je vais commencer par vous dire deux mots sur l'étymologie et la définition du mot central, donc de la question qui nous rassemble aujourd'hui, qui est le mot « idée ». Ensuite, au titre des notions et concepts, un peu pour camper le panorama, je vous présenterai en quelques mots ces deux courants fondamentaux qui structurent un peu toute l'histoire de la philosophie, qui sont les écoles, les doctrines de l'idéalisme versus celles du matérialisme. Et puis ensuite, après avoir abordé deux questions préalables que je vous proposerai tout à l'heure, on essaiera ensemble de répondre à la question centrale qui est d'où viennent les idées. Et puis, en guise de conclusion, je vous dirai quelques mots. Donc, première étape, étymologie du mot « idée ». Alors, idée a une double origine qui est à la fois aussi bien latine que grecque, qui veut dire en fait, donc dans les deux cas, c'est le mot idéa qui est à l'origine du mot idée, qui veut dire que c'est une espèce de mise en forme des choses, forme visible ou aspect. Donc c'est lié à la notion de voir. Comment se fait-il que tout soit arrivé en même temps? Voilà. Quant au Larousse sur Internet, il nous dit que c'est une représentation abstraite, élaborée par la pensée, d'un être, d'un rapport ou d'un objet. À cette idée de l'idée se rapportent les idées de notions et de concepts. Donc on va trouver ce type de signification dans l'idée du beau ou les rapports du mot et de l'idée qu'il représente. Autre aspect, c'est le contenu de toute pensée, toute élaboration de l'esprit. Exemple, mettre de l'ordre dans ses pensées. Encore, c'est la manière personnelle de voir les choses. Nous n'avons pas la même idée de ce qu'est la liberté. Comme synonyme, donc, on va trouver les mots concept et notion, qui sont quand même notions et concepts très très proches. Le dictionnaire de philosophie, j'ai pris la philosophie de A à Z, nous dit que comme le constate Spinoza, l'homme pense. Il y parvient par le moyen des idées. Donc une étroite association entre la pensée et les idées. Au sens le plus général, conformément à l'étymologie, idéa, la forme, donc l'idée, est ce par quoi la pensée se rapporte au réel. Donc sur la base du réel, la pensée constitue une espèce de forme qui représente le réel. De ce fait, l'origine, la nature et la fonction des idées suscitent des débats qu'aucun philosophe ne peut esquiver. Et c'est vrai que cette question de
d'où viennent les idées, anime la philosophie depuis l'Antiquité. Donc si les idées rendent le monde intelligible, en fait, reste à savoir si l'intelligibilité du monde suffit à affirmer l'existence du monde des idées. Bon, deux mots donc sur ces deux courants fondamentaux qui structurent un peu l'histoire de la philosophie, qui sont l'idéalisme d'une part et le matérialisme d'autre part. Alors qu'est-ce que l'idéalisme? Est idéaliste en fait toute doctrine pour laquelle l'esprit ou la pensée, donc étroite liaison entre la pensée et l'esprit, l'esprit étant quelque part le support de la pensée, donc toute doctrine pour laquelle l'esprit existe indépendamment de la matière. Donc c'est comme si l'esprit existait indépendamment du cerveau. Voire existe seul, que ce soit sous la forme d'idées, idéalisme au sens strict, ou bien sous la forme d'être spirituel, auquel cas on parlera plutôt de spiritualisme. Donc, première idée, l'esprit existe indépendamment de la matière dans la doctrine idéaliste. Qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, répondait Descartes, et avec lui, bon nombre de philosophes idéalistes, qui sont par exemple Platon, le plus illustre, mais aussi Kant, même si c'est dans une moindre mesure, voire Fichte, Schelling ou Hegel. L'idéaliste, en fait, explique l'inférieur, en l'occurrence la matière, par le supérieur, l'esprit. Pour l'idéaliste, l'esprit est premier. Comte Sponville dira que l'esprit est le primat de la matière, même si lui, en l'occurrence, pense le contraire. Mais pour expliquer l'idéalisme, c'est effectivement l'esprit qui est premier, donc quelque part primat de la matière. Donc l'esprit, et ça résume un peu l'idée de l'idéalisme, l'esprit est une transcendance, donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Matérialisme maintenant. Donc le matérialisme en fait prend pratiquement le contre-pied systématique de tout ce qui constitue l'idéalisme. Donc en fait les matérialistes, toute doctrine qui nie l'absoluité de la pensée ou de l'esprit et son indépendance à l'égard de la matière ou bien du corps. Pour un matérialiste, l'esprit, la pensée ne peut pas exister indépendamment de la matière que constitue par exemple le cerveau, sans pour autant nier l'existence de la pensée. Évidemment, le matérialiste ne nie pas l'existence de la pensée, sans quoi, quelque part, le matérialisme se nierait lui-même, puisqu'il affirme sa pensée. C'est où le matérialisme contemporain rencontre peut-être un peu mieux la biologie, et spécialement la neurobiologie, que l'idéalisme. Donc, à la question « qu'est-ce donc que je suis ?» Une chose qui pense, c'est-à-dire un corps pensant, répondraient plutôt les matérialistes. Donc, les idéalistes répondent qu'est-ce qu'ils répondent? Un esprit répondrait « je suis une chose qui pense ». Autrement dit, ça veut dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes, c'est pas essentiel, la chose n'est pas essentielle, c'est le fait qu'ils pensent qui est essentiel. Alors que les matérialistes vont répondre « je suis un corps pensant ». Donc ils ne dissocient pas le corps de la pensée. Là où les idéalistes donc diraient « j'ai un corps », ce qui suppose qu'il soit autre chose,
les matérialistes diront plutôt « je suis un corps ». Donc le matérialiste, contrairement à l'idéaliste, explique le supérieur, la vie, la conscience, l'esprit par l'inférieur, la matière organique, biologiquement organique ou biologique, puis culturellement organisée. La matière est donc, à contrario, la matière est première. Quand Sponville dirait qu'elle est le primat de l'esprit. Donc, chez l'idéaliste, c'est l'esprit qui est le primat de la matière, et chez le matérialiste, c'est la matière qui est le primat de l'esprit. Et donc, au lieu d'être une transcendance, comme dans l'idéalisme, l'esprit est une immanence. Il émane de la matérialité des choses. Donc, en résumé, pour le matérialiste, contrairement à l'idéalisme, l'esprit n'est pas principe, mais résultat. Non sujet, mais effet. Non substance, mais acte. Non essence, mais histoire. L'esprit n'est pas absolu, mais relatif à un corps, à une société, à une époque. Il n'est pas être ou vérité, mais valeur ou sens. Donc il n'y a pas d'absoluité pour le matérialiste dans l'être. Ce n'est que le cerveau qui pense. Le mieux est toujours à inventer. C'est en quoi l'esprit est libre, va penser le matérialiste. Alors que l'idéaliste, puisque les vérités sont transcendantes, quelque part, il n'a qu'à essayer de trouver ces vérités, mais il n'est pas libre de les inventer. De même que la matière est primat de l'esprit, les valeurs sont la primauté de l'esprit. Donc la matière est le primat de l'esprit, mais pour s'élever, l'esprit a besoin des valeurs qui sont quelque part, pour lui, supérieures, des valeurs supérieures à ce qu'il est à la base. Tout comme le corps, l'esprit est mortel pour le matérialiste, alors que, de par son essence transcendante, c'est le contraire, en général, pour les idéalistes. D'où cette constante du matérialisme philosophique, de vivre le mieux possible, ici et maintenant. Donc c'est en fait une éthique de l'action et du bonheur. Cette vie unique et passagère. Alors qu'au contraire, l'idéaliste, pensant que quelque part il y a un monde au-delà dans lequel souvent il espère aller après ce passage dans cette vie terrestre, aura tendance peut-être à renvoyer à demain la possibilité de vivre heureux, enfin d'être heureux, si tant est que dans le monde de l'au-delà on vive. Donc voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à ce café philo. Donc la première question que je vais vous proposer de discuter avant d'essayer de répondre à la question qui nous rassemble, c'est celle-ci. L'acquis est-il à l'idée ce que l'esprit est à la matière? Donc essayez de réfléchir un peu à ces notions qui sont l'inné et l'acquis. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis dans nos vies, dans notre esprit? Et qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la matière, et quel rapport éventuellement ces quatre notions peuvent entretenir entre elles? Bon, la seconde question que je vous proposerai, c'est celle-ci. Les idées sont-elles transcendantes ou simplement immanentes? Donc transcendantes, qui nous viennent un peu de l'extérieur, ou immanentes, qui procéderaient plutôt par émergence venant de l'intérieur. Et à ce sujet, je voudrais vous dire deux mots sur le dialogue
du Ménon, hein, qui est un texte de Platon, où Platon nous parle de Socrate, hein, dont il était l'élève, et Socrate fait une expérience avec un esclave qui était complètement ignorant. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Et donc Socrate, avec un bâton, qu'il dessine, il fait des dessins sur le sable d'une plage. Et donc, avec simplement ce bâton et avec des questions qu'il pose à l'esclave qui est ignorant, hein, qui n'a pas été du tout à l'école, il arrive à lui faire découvrir le fameux théorème de Pythagore. Hein, vous savez, dans un triangle rectangle, la somme des carrés de chaque côté est égale au carré de l'hypoténuse, hein, qui est la ligne qui rejoint l'extrémité. Donc, comment Platon procède-t-il pour faire découvrir, enfin Socrate plutôt, mais c'est Platon qui parle, fait-il pour faire découvrir à l'esclave ce fameux théorème? Est-ce que c'est par la voie de la transcendance, qui est la thèse que va soutenir Platon dans la suite du texte, ou est-ce plutôt par immanence, parce que quelque part, par le langage ou par des notions que l'esclave, même s'il n'a pas été spécialement à l'école, aurait pu découvrir par lui-même, est-ce qu'il va donc finalement réussir à trouver ce théorème de Pythagore? Donc, je me servirai plusieurs fois, si vous voulez, de cet exemple pour peut-être concrétiser un peu la façon de voir ou de dire les choses. Et puis la dernière, donc, d'où viennent les idées? Donc, première question, l'acquis est-il à l'idée ce que l'esprit est à la matière? Donc, vous avez quelques pistes, un peu dont l'esprit est-il transcendant ou immanent à la matière? L'inné et l'acquis sont-ils véritablement dissociables ou dissociés? Donc, essayons de, peut-être si vous voulez bien, de répondre à ces questions. Donc, je vous donne la parole. Un micro est à votre disposition, vous levez la main et je viens vers vous. Quand vous dites de quelqu'un qu'il a du talent, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est inné ou quelque chose qui est acquis? Comme Mozart, par exemple, c'était inné. Et ici, là? Par exemple, pour Mozart, c'était inné, son talent. Parce que dans sa tête, c'était très mathématique. Donc c'était une logique un peu mathématique pour lui, la musique. C'est une certitude? Est-ce que tout son talent, on peut la rapporter à quelque chose d'inné? Parce qu'il était tellement jeune quand il a commencé. Je pense que c'était inné. Il n'a pas eu le temps d'apprendre tout ça. Oui, mais il était quand même dans un milieu... c'est vrai qu'il a très rapidement dépassé la qualité du milieu, mais il était quand même dans un milieu qui lui a peut-être ouvert l'esprit. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'essentiellement, il y avait quelque chose d'inné dans le talent de Mozart.
Mais est-ce qu'on peut le penser également de tout ce que l'on qualifie être des génies? Non? Spécialement Mozart, Einstein, non? Voilà, c'est un peu pareil, hein. Même les grands scientifiques, en fait, quand ils font des découvertes... C'est vrai que Mozart, il y avait quelque chose dans la précocité de Mozart qui peut faire penser qui peut faire pencher du côté de l'inné. C'est vrai. Mais Einstein était pas très vieux, mais c'est vrai qu'il avait quand même été déjà pas mal de temps à l'école, mais qu'on dit qu'il était un élève extrêmement passable. Et que peut-être c'est parce qu'il ne se satisfaisait pas des enseignements qu'il avait reçus, qu'il a quelque part essayé de trouver quelque chose qui lui convienne davantage. Bon, oui. Oui. Pour certaines personnes, on se rend compte que le fonctionnement de leur cerveau, avec des lobes différents, sont différents, plus rapides, qui ont énormément de capacités de mémoire. Et ça peut se transformer en génie ou parfois en abruti. Par rapport, pour certains, pour ce qui est des autistes, Oui. il y a des autistes totalement inadaptés à la société. Oui, oui. Vous en avez d'autres qui auront des énormes mémoires, d'autres des capacités mathématiques. Ils voient différemment, les connexions sont différentes. Alors maintenant, je pense que les connexions étant différentes, c'est une matière qui est organisée différemment. Alors, si maintenant il faut mettre le Deus Ex Machina qui a modifié son ADN lors de la gestation, ça peut aller très loin. Et en restant au niveau du génie, le matériel du cerveau donne une partie, on peut dire, ce qu'on appelle de l'inné. D'accord. Par un fonctionnement des logiciels pratiquement innés. Ça semble tellement évident de faire telle ou telle chose qu'on ne l'apprend pas, on ne réfléchit pas. D'accord, donc une aptitude finalement quelque part matérielle, puisque c'est la rapidité des neurones en fait, cette capacité d'agilité neuronale qui serait comme une espèce de support d'être un peu exceptionnel qui sortent de la normale, avec donc deux facettes. Une facette qu'on a tendance à admirer parce qu'ils arrivent à faire des choses extrêmement concrètes et qui font avancer finalement les idées, et d'autres qui au contraire peut-être vont utiliser à mauvais escient ou pour le moins sans véritable intérêt pour la culture cette capacité un peu exceptionnelle qu'ils ont de faire fonctionner leur cerveau. Donc en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une espèce d'interdépendance entre l'inné un peu matériel qu'est le cerveau et l'esprit, la vitalité des pensées, donc une espèce d'interdépendance, mais avec malgré tout une indépendance de l'inné d'une part et de l'acquis d'autre part, comme s'il y avait en fait deux mondes, un monde matériel qui serait le support d'un monde des idées qu'on considère en général plutôt donc au niveau de l'acquis. Mais cet acquis ne peut finalement survenir qu'à partir du moment où ce qu'on a d'inné ou de matériel est suffisamment, comment dire, efficace et capable soit de créer, soit d'absorber les pensées ou les idées. Parce que nous avons 5 sens. Excusez-moi, monsieur, pardon, on enregistre, on est obligé de prendre un micro que tout le monde entende. Pas longtemps, hein?
avons 5 sens qui forment nos idées. 5 sens. Mais vous croyez que c'est ça les idées? La perception des sens? Sans ces sens, il n'y a pas d'idée. Bien sûr, on peut le penser. Mais les animaux, la plupart des animaux ont des sens, et souvent les mêmes que Je ne nous. sais pas si... non, pas d'idée. On n'en sait rien. Oui, mais Non, on n'en sait rien. c'est vrai qu'on On n'en n'en sait rien. on n'en sait rien, mais ce qu'on peut penser malgré tout, c'est que comme ils n'ont pas la culture que nous avons, s'ils ont des idées, elles sont peut-être moins riches que les nôtres. Parce que dans le cerveau, il y a il y a des neurones qui forment les 5 sens. Oui, mais il y a des neurones aussi dans le cerveau des animaux. Oui. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on faisait la comparaison de l'efficacité des cerveaux entre les hommes. Peut-être que d'une façon un peu plus générale et spécifique, l'espèce animale a peut-être un cerveau qui est peut-être moins apte que le cerveau humain à mettre en branle le monde des idées, en Pas fait. du temps, alors que le cerveau humain est plus fort que le cerveau animal. Oui, c'est Il est supérieur, disons. oui, enfin, et plus efficace. On n'en sait rien. Sans porter On de n'en jugement sait de rien. valeur, aussi probablement plus efficace. Je pense que... Mais après, je ne porte pas le jugement de valeur, je ne dis pas que les idées qu'ont les hommes sont toutes, comment dire, morales. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que l'homme, peut-être par la structure de son cerveau, à moins que ce soit par une espèce de transcendance qui lui soit spécifique, j'en sais rien, mais dans l'optique matérialiste, c'est finalement l'efficacité de son cerveau qui est à même de lui faire accéder à un monde des idées qui est passablement plus riche, vraisemblablement, que le monde des idées de l'espèce animale. Vraisemblablement. Ne fût-ce que par les réalisations qui sont quelque part la concrétisation des idées des hommes. Les hommes ont concrétisé un certain nombre de connaissances et de réalisations qui sont sans commune mesure avec les constructions de type animal. Bon. Oui. Mais pour en revenir à ce que vous avez dit, donc, où il y aurait une interdépendance entre l'inné et l'acquis, si on associe l'inné à la transcendance, même si on attribue, disons, une capacité particulière du cerveau pour expliquer ça, ça n'est plus de l'inné. Parce que là aussi, le cerveau lui-même est une matière, et donc il n'y a pas de transcendance, il n'y a que de l'acquis. Oui, vous parlez à convaincu, mais on ne peut exclure le contraire, on n'en a pas une preuve totalement formelle. Mais c'est vrai que vous parlez à convaincu, oui. Oui. Alors, à contrario, si on prend l'inné comme étant la transcendance et l'esprit, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'inné se sert de l'acquis, c'est-à-dire des structures qui vont permettre de parler, d'écrire, de faire, pour pouvoir s'exprimer? Dans ce cas-là, l'esprit reste supérieur et va utiliser la matière. Et c'est le grand problème de ces cerveaux, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il y a un cerveau d'une telle manière, parce qu'un esprit voudrait exprimer un certain nombre de choses dans une existence terrestre, donc, ou est-ce que c'est parce qu'il y a cette forme matérielle du cerveau que cet esprit démontre ces capacités-là? Donc moi je penche plutôt du côté de la version transcendance, spirituelle, qui est effectivement qu'il y a une volonté au départ, il y a un esprit qui va petit à petit descendre au niveau de la matière, et après les acquis, donc il n'y a pas de contradiction, ça rejoint l'interdépendance, mais c'est plutôt complémentarité. Il y a une complémentarité entre l'acquis et l'inné. L'inné a besoin d'un certain nombre d'acquis pour s'exprimer,
Et l'esprit a besoin de la matière pour s'exprimer. C'est ça. Mais la matière peut-être après. D'où cette façon de le dire que dans la théorie notamment du néo-darwinisme, hein, qui consiste à dire que l'inné et l'acquis sont indépendants dans l'interdépendance. Donc, et c'est pour ça que le néo-darwinisme va pouvoir dire que chaque individu est à la fois 100% inné et 100% acquis. Ce qui veut bien dire qu'on peut, même si on n'a pas un inné farouchement performant, on va pouvoir quelque part, parce que la sphère de l'acquis peut se cultiver d'une certaine façon indépendamment de notre capacité innée à faire ou à penser, va pouvoir développer sa culture, sa pensée, donc indépendamment quelque part de son aptitude première à le faire. Et alors, même si au niveau de la vie d'un individu, on pense qu'il n'y a pas de façon de modifier son génome, autrement dit, ce qu'on va apprendre tout au long de sa vie ne modifiera pas le génome dont on a hérité. En revanche, au niveau des espèces, il y a l'évolution culturelle, cette capacité donc à avoir des idées nouvelles peut déboucher sur une évolution génétique, donc une implication, mais sur du très long terme, une implication donc du culturel dans le génétique, dans la matière. Donc une implication de l'esprit, de la culture, dans la nature de l'homme. Mais sur très longue période, donc ce qui serait de nature à faire que les espèces évoluent. Bon. Oui, vous semblez dire que l'esprit est transcendant, il précède la matière, il est préexistant. C'est une vision un petit peu biblique ou de religion où l'Esprit de Dieu rayonne, est autour de la terre, il domine la matière, il fait tout un tas de choses. Il est révélé par à des prophètes, mais enfin il ne faut quand même pas oublier que tous ces prophètes sont de la matière. Pour ça. Et ensuite, cette révélation vient à tous les hommes faits de matière. Et s'il n'y avait aucune matière, même si ces révélations étaient écrites, c'était des saintes écritures sur du papier, du parchemin, s'il n'y a aucune matière humaine capable de les lire ou de les déchiffrer, ça n'existe pas pour l'homme. C'est une entité en soi, ce n'est pas la peine qu'on en discute. Par contre, en mettant de l'aspect révélation de côté, simplement en tant que vouloir classer une primauté de la matière ou de l'esprit, je dirais que l'homme, avec sa matière, son cerveau, crée des idées, crée de l'esprit, crée tout un monde de l'esprit qui dépasse son animalité première. De tout ce qu'on peut voir d'évolution d'animalité avec du cerveau pour savoir comment mieux chasser, faire son nid, enfin des actions très matérielles. L'homme, dans son esprit, enfin, ce qui émane de l'esprit de l'homme, il crée un monde spirituel, transcendantal, sans avoir besoin de l'esprit de Dieu initial de la Bible et autres religions. L'homme est un créateur, à mon sens, d'esprit, de spiritualité. Ça dépasse la vie matérielle. Et ça, ça continue au-delà de l'homme. Les grands penseurs n'existent plus, leur esprit existe. Et ce sont ces penseurs qui ont créé
ce monde des idées de Platon, d'autres, dont on en profite. Ce n'est pas la révélation divine qui a fait tout cela. Oui, alors, vous parlez à convaincu, hein, contrairement à ce que vous avez dit en entrée. Personnellement, je ne crois pas à la transcendance. Par contre, vous avez utilisé un terme... que vous le croyez, vous étiez pour la transcendance. Non. J'étais surpris. Non. Par contre, vous avez utilisé un terme pour lequel je souscris parfaitement, qui est transcendantal. Cette notion qui est proche de la transcendance, mais sans en être, est une notion qui a été introduite par Kant, pour en fait dire que quelque part l'esprit, par cette capacité qu'il a à tendre, comme vous l'avez dit, vers quelque chose de supérieur à ce qu'il est, quelque part à être insatisfait de ce qu'il perçoit être, quelque part donc à une démarche transcendantale. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, comme la transcendance, comme le pense Platon, puisque lui, notamment dans cet exemple que je donnais de l'esclave dans le dialogue du Ménon, il pense que c'est par la réminiscence que l'esclave accède donc au fameux théorème de Pythagore, parce qu'il l'aurait connu dans une vie antérieure à celle qu'il a connue. Puisque Platon, on pense que l'âme est immortelle et que dans notre passage sur Terre, l'âme perdure, même si elle ne se souvient pas de tout ce qu'elle avait connu dans ses vies intérieures, elle a malgré tout la possibilité, moyennant certains artifices, de retrouver les connaissances qu'elle a connues antérieurement. Et donc Platon est un idéaliste qui estime que la transcendance donc, est quelque chose qui tient la route. Alors que Kant, même s'il fait quand même un peu partie des idéalistes, mais pour d'autres raisons, ne croit pas en cette transcendance, mais par contre pense que la pensée peut être transcendantale. Mais ne pensez pas que je suis du bord des matérialistes et pas du bord des idéalistes. Voilà, bon, j'aime assez cette explication donc, du transcendantal sans pour autant que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur. Et je pense à un phénomène qui n'a rien à voir avec l'homme, mais je pense par exemple aux oiseaux migrateurs. Hein? Est-ce qu'ils ont de la transcendance? Comment peut-on expliquer que des oiseaux qui ont l'habitude de migrer en fonction des saisons et cette notion qui leur a probablement, pour autant que je sache, leur a pas été enseignée par leurs parents. Ah oui. Je pense qu'on peut dire que c'est l'instinct, quoi, et qu'il y a quelque chose de... Même si c'est pas véritablement génétique, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire cette capacité, donc, complètement inconsciente, hein, de faire un certain nombre de choses de façon très instinctive. Comme les hommes, d'ailleurs, étaient capables, à l'origine, de faire des choses extrêmement instinctives. Peut-être ce qui a évolué dans la façon de penser des hommes, et c'est en ce sens qu'on peut parler véritablement d'idées, c'est justement cette espèce d'éloignement de l'instinct, cette espèce d'insatisfaction de ces choses que l'on fait sans savoir pourquoi. L'homme a
je pense, cette spécificité au niveau des idées qui consiste à ne pas se satisfaire des choses telles qu'elles sont. Une espèce de réaction ou d'insatisfaction à l'égard des choses. D'où cette émergence d'un monde un peu abstrait qu'est le monde des idées. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse comment dire, de sensations instinctives ou des idées, hein, qui quelque part s'adossent à des sensations, même si elles sont insatisfaites, dans les deux cas, c'est une immanence et pas une transcendance. Enfin, à mon sens. Hein. Si je peux donner le mien. Oui. Je veux dire que nous sommes dans un débat d'idées entre transcendance et immanence, et vraiment pour rejoindre la définition que vous donniez, c'est une manière de voir. Et à un moment donné, on peut voir des choses, mais on est dans de concevoir, donc voir des visions de l'esprit, hein, des représentations, et on ne peut pas prouver. Donc à un moment donné, le débat d'idées, à mon avis, doit s'arrêter dans le respect d'une vision personnelle de chacun, de la vision matérielle ou la vision spirituelle, au risque de tomber un mot, d'ailleurs qui me vient à l'esprit maintenant, d'idéologie. C'est-à-dire qu'on voudrait imposer une idée, une vision matérialiste du monde ou une vision spirituelle. Or, ça dépend de, justement, l'évolution éventuelle de chacun et surtout du choix de chacun de voir le monde selon la manière dont il veut le voir. Je suis d'accord avec vous. Il n'en demeure pas moins qu'on doit tous quand même chercher la vérité. Ce qui ne veut pas dire que, même si j'ai tendance à le penser, que la vérité soit plus du bord des matérialistes que des idéalistes. Mais parce que je pense que c'est cette espèce d'insatisfaction de l'homme de se contenter de ce qu'il est, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il va essayer, donc, toujours dans la voie de la vérité, même si il ne faut pas peut-être s'illusionner. Peut-être qu'on peut passer toute sa vie à la chercher sans véritablement la trouver, mais est-ce que la vocation de l'homme n'est pas de la chercher? Quelque part un peu désespérément, surtout s'il est convaincu qu'il ne la trouvera jamais. Mais il y a dans cette quête de la vérité quelque chose d'assez pathétique en fait. Surtout quand on est persuadé, comme je le suis, qu'on ne pourra jamais totalement accéder à la vérité absolue. Mais la chercher, c'est quand même fabuleux. Et la chercher, j'allais dire honnêtement, quoi, sans préjugés, un peu à la Descartes, en essayant de faire le plus possible table rase des préjugés. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. L'exemple des oiseaux migrateurs appelle de ma part la réflexion sur différents animaux. Il y a les oiseaux migrateurs, vous avez les poissons, vous avez également des mammifères, comme les gnous par exemple, qui migrent en grande quantité en Afrique. Bon. Et finalement, je pense que l'inné se concernerait davantage les animaux que l'homme. Parce que l'homme, de toute façon, déjà même, comment dirais-je, à la naissance, l'homme ne sait pas marcher, il ne sait pas se nourrir, rien du tout. Alors que l'animal, lui, déjà, il va pouvoir se tenir debout, il va pouvoir se déplacer. Il va se nourrir, bon, évidemment, en tétant sa mère. Bon, mais pour les mammifères. Mais pour d'autres animaux, eh
se débrouiller tout seul. Donc, ça fait, cela ressort pour moi de l'inné. Oui, oui, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais quand vous dites inné, en disant que finalement les animaux ont plus d'inné que l'homme, je pense que c'est plutôt... Ils sont restés dans la sphère de l'instinct, alors que quelque part, l'homme qui vraisemblablement l'avait davantage à l'origine de l'humanité, quelque part parce qu'il s'est évadé dans cette autre sphère des abstractions, qui est quand même malgré tout extrêmement performante, hein, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les réalisations des hommes, en ne prenant que ce critère, sont quand même sans commune mesure avec la réalisation du monde animal, quelle qu'en soit l'espèce. Hein. Mais excusez-moi, mais est-ce que l'instinct, c'est pas une forme d'inné? Si, je pense, oui, je pense. Mais quelque part, cette capacité de l'homme, qui a eu finalement pour effet de s'évader un peu de la sphère de l'instinct, de s'évader dans le monde des idées plus ou moins abstraites, n'est pas quelque part quelque chose d'inné. L'aptitude de son cerveau, qui est quelque part un peu inné, même si son cerveau a sûrement évolué au fil des millénaires, pour ne pas dire plus, est-ce que finalement l'aptitude de son cerveau n'est pas à l'origine de cette façon particulière qu'il a de vivre dans la sphère des idées abstraites que vraisemblablement le monde animal n'a pas, et qui serait à l'origine de nos différences de façon de vivre. Oui, ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Je voudrais... Oui. Je suis en train de faire une redondance par rapport à ce qui vient de se dire. Je crois qu'il faut revenir à Rousseau, qui fait bien la différence entre l'homme et l'animal. Rousseau, je crois que c'est dans le discours sur l'égalité entre les hommes. De qui? Je n'ai pas entendu de qui? De Rousseau. De Rousseau, d'accord. Rousseau. Dans le discours sur l'égalité entre les hommes, il a un texte qui est magnifique, hein, où il compare, il part d'abord sur le chat et la... oui, je crois que c'est le chat et l'oiseau. Le chat et l'oiseau. Bon. Il dit l'oiseau est granivore, il va se trouver devant un plat de viande et il risque de mourir parce qu'il ne va pas chercher la viande, parce qu'il est pris par son instinct. Et le chat, s'il est sur un tas de blé et qu'il n'a pas de viande, va peut-être mourir parce qu'il ne va pas manger de la viande. Et donc, parce qu'il ne va pas manger du blé. Donc il parle là en disant, c'est que entre la différence entre l'homme et l'animal, l'animal est tout à fait un être de nature, complètement de nature. On pourrait parler maintenant un peu de programme, si vous voulez. L'animal est programmé, alors que l'homme ne l'est pas du tout. La nature de l'homme, c'est peut-être de ne pas en avoir. Et ça, c'est très important dans ce que vous venez de dire. Et on va retrouver là-dedans, et ce que va dire Rousseau, il va dire que l'espèce animale, elle est au bout de 1000 ans ce qu'elle était au début de ces 1000 ans, et comme l'homme est au bout de sa vie, comme l'animal est à la fin de sa vie ce qu'il était les premiers mois de sa vie. Alors que l'homme, il va rentrer dans une double historicité. L'historicité de l'individu, et c'est pour ça qu'il va avoir besoin d'éducation, parce qu'il y a cette liberté au départ. Et l'homme est perfectible et l'animal ne l'est pas. Donc on va avoir cette historicité de l'individu nécessaire, et l'homme va se retrouver avec une nécessité d'avoir une éducation, même si certains animaux ont un apprentissage, on ne peut pas comparer l'apprentissage animal avec l'éducation chez l'homme. Et il y a des animaux qui n'ont pas du tout besoin d'éducation. Vous prenez les tortues marines, quand elles naissent, elles sont déjà des adultes. Alors que l'homme a toujours besoin d'éducation, et il reste chez ses parents jusqu'à 25 ans, avant de partir. D'accord. Il y a en même temps une historicité de l'espèce. Quand on regarde les abeilles, c'est merveilleux. Mais on a des descriptions des abeilles de l'Antiquité, on a des abeilles de maintenant. C'est la même chose. Il n'y a pas eu une seule évolution. Alors que si on regarde les cités humaines, on prend New York, Paris, ce que vous voudrez, il y a 300 ans, c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a cette capacité de l'homme
qui est perfectible, qui n'est pas chez l'animal. Oui. Et cette liberté qui fait que l'homme est tout à fait différent. Alors je ne résous pas le problème de la transcendance en disant ça, hein. Je suis bien conscient de ça. Mais ce que m'a retrouvé chez Sartre, qui va dire que l'existence précède l'essence, si vous voulez, par rapport à l'animal. Donc ça, c'est cette différence, ça me paraît importante. Je ne résous pas le problème de l'essence. Et pour revenir à ce que disait madame, effectivement, on va discuter beaucoup, mais à la fin, ça va être presque un acte de foi, quoi, hein. Je crois mieux que je n'y crois pas. Hein. Et j'arrive à dire, je suis croyant, je crois à l'inexistence de Dieu. Quoi, hein. Je suis aussi, c'est un acte de foi aussi bien que de croire en Dieu. Voilà. C'est vrai quelque part, oui. Je retiendrai de ce que... Je retiendrai de ce que... Il ne faut pas croire, il faut être sûr. S'il vous plaît, monsieur. Il faut être sûr. Oui, je retiendrai de ce que vous avez dit, cette notion d'historicité. Et vous dites que quelque part, l'homme est un animal qui s'inscrit dans l'historicité, alors que quelque part, l'animal ne le serait pas. Peut-être préciser un peu cette notion d'historicité, parce qu'on ne peut pas dire que tout animal, finalement, n'a pas une histoire, comme les hommes, quelque part, nous-mêmes, nous décrivons son histoire lorsqu'on étudie tel ou tel individu animal. Mais peut-être la différence, justement, entre la façon dont les hommes vivent leur histoire et la façon dont les animaux vivent leur histoire, c'est peut-être là la différence, en fait. Les deux auraient une historicité, mais nous savons la décrire, cette historicité, nous l'avons en mémoire, nous savons la formaliser, nous savons l'expliquer, nous savons faire des histoires de notre histoire, alors que quelque part l'animal n'a pas, me semble-t-il, hein, cette aptitude à conceptualiser son histoire. Quelque part, il accumule de façon instinctive son histoire, et peut-être ne se comportera-t-il pas strictement de la même façon à la fin de sa vie qu'au début de sa vie, mais cette intégration, il la fera de façon tout à fait inconsciente et irrationnelle, alors que nous allons passer par la rationalisation, par la volonté de comprendre, par la volonté d'expliquer, par la volonté de raconter. Donc, les deux, finalement, ont de l'historicité, mais notre aptitude, comme on le disait tout à l'heure, à nous évader dans la sphère de la conceptualisation, dans la sphère, finalement, des idées, fait qu'on vit notre historicité aussi bien au niveau de l'espèce qu'au niveau individuel, au travers précisément de cette capacité d'abstraction que nous avons. Oui. D'autres? Oui. Donc, oui, je me demandais si, en fait, effectivement, et c'est surtout la différence entre l'instinct et l'idée qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire que, en fait, l'homme, avec ses idées, disons, explicite ou concrétise ce qui est un instinct chez l'animal. Et c'est probablement une manière de fonctionner qui est beaucoup plus efficace que l'instinct. Et ce qui permet de distinguer l'humanité du reste du monde animal. Mais ça peut aussi avoir... il y a peut-être aussi des pertes dans ce processus. Et je pense par exemple à ce qui s'est passé avec le tsunami en Thaïlande, où donc des animaux auraient, Dieu sait comment, senti ce qui se passait et ont fui vers l'intérieur des terres, alors que l'homme n'en était pas capable parce qu'il n'a plus l'instinct. Je vais vous faire une hypothèse pour tenter d'expliquer ça. J'aurais tendance à dire que l'animal, donc, qui est beaucoup plus dans sa sphère instinctive,
nous l'avons quelque part un peu quitté au profit de notre sphère des idées, de ce monde un peu abstrait. Quelque part est beaucoup plus en interconnexion avec l'ensemble du monde matériel. Un peu de façon, tout à fait de façon irraisonnée, hein, bien évidemment, mais en étroite communication. Alors que quelque part, nous nous isolons un peu dans notre sphère d'abstraction. Et quelque part, les éléments nous deviennent uniquement des concepts, mais on n'est plus à même finalement de sentir la façon dont ils vivent à l'instant précis où nous sommes. Nous allons faire des grandes théories, mais quelque part, et donc quelque part comprendre le monde, beaucoup mieux que ne le font les animaux, mais quelque part, dans cette sphère un peu théorique, nous perdons un peu le sens de la réalité instinctive des choses, de cette interdépendance de tous les éléments qui peuplent la nature. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pu en dire? Donc, première interrogation, hein, je ne prends pas parti, même si je vous ai dit mon point de vue, j'essaye d'ouvrir les deux aspects des choses. Donc, première hypothèse, l'esprit est-il première question, l'esprit est-il transcendant ou immanent à la matière? L'esprit transcende la matière, donc pense les idéalistes, comme on disait tout à l'heure. L'esprit est distinct du monde sensible de la matière, d'où le dualisme esprit-matière qui caractérise la plupart des doctrines idéalistes. Hein, il y a deux mondes, hein, le monde matériel et puis le monde des idées. Les idéalistes expliquent donc, comme on le disait, l'inférieur par l'esprit le supérieur. Par contre, l'esprit est immanent à la matière, pensent les matérialistes. L'esprit, le monde des idées, n'est pas fondamentalement distinct du monde de la matière, le corps, dont il n'est qu'une extension particulière localisée principalement dans le cerveau. D'où le monisme, dans le jargon philosophique, hein, le monisme esprit-matière qui caractérise la plupart des doctrines matérialistes. L'esprit n'est pas fondamentalement distinct de la matière, il n'en est qu'une expression particulière. Donc les matérialistes, donc, à l'inverse, expriment le supérieur par la matière, l'inférieur. Mais maintenant, si comme le pense Camus, le propre de l'homme est de se révolter contre sa nature, l'esprit humain n'est-il pas à la fois immanent, conscience, vérité de la matière qui la constitue, et transcendantale, j'ai pas dit transcendant, hein, valeur, liberté de l'esprit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette liberté. Esprit à jamais en train de s'édifier dialectiquement entre valeur et vérité, entre esprit et matière. Maintenant, peut-on séparer l'inné de l'acquis? Sans la capacité matérielle ou innée du cerveau humain d'engendrer la pensée, ne fut-elle qu'embryonnaire dans un premier temps, comment la pensée de l'homme aurait-elle pu surgir? Donc, comme on disait, une espèce d'inné à la base de toute chose. Sans l'usage intensif que l'homme fit de sa conscience ou de sa capacité de penser, comment la connaissance des humains aurait-elle pu se développer autant au fil du temps? D'où l'aspect de l'acquis. Donc 100% inné et 100% acquis, indépendance donc dans l'interdépendance, l'un n'irait-il pas sans l'autre? N'est-ce pas l'enseignement philosophique majeur qu'il convient de tirer du néo-darwinisme? Donc, indépendance dans l'interdépendance de l'acquis et de l'inné, n'est-ce pas précisément ce que l'esprit est à la matière? Alors c'est vrai que j'ai une conclusion qui verse plutôt vers l'immanence plutôt que la transcendance. Mais c'est ma conclusion, je ne l'impose pas, bien sûr.
Donc, deuxième idée préalable, hein, les idées sont-elles transcendantes ou immanentes? On peut aller plus vite peut-être, puisqu'on en a déjà un peu parlé dans cette première partie, mais on peut essayer peut-être de revenir au dialogue du Ménon, hein, où Socrate fait découvrir à l'esclave le théorème de Pythagore, pour essayer d'être un peu concret. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, comme le pense Platon, par une espèce de réminiscence d'une vie antérieure, ou est-ce quelque part par immanence, et donc quelque part par des acquis, ou par la capacité de raisonner de l'esclave indépendamment de sa formation, qu'on pourrait dire scolaire. Bon. Moi, je dirais qu'il est difficile de répondre sans le développement de l'expérience. C'est-à-dire, s'il lui a tracé et qu'en un instant, il a trouvé une idée de génie, il a compris de suite, ça peut être inné, transcendant, le génie qui lui vient dans l'instant. S'il a fallu que Socrate passe par des images, des choses de quoi, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé effectivement, et d'idée en idée, à un moment donné, il est peut-être arrivé à la solution. Donc je pense qu'il est difficile de répondre parce qu'on ne voit pas l'expérience se faire par elle-même et que les deux sont possibles, donc, à mon avis. Mais qu'est-ce que... Oui, parce qu'il faut s'imaginer la façon dont les choses se passent. Alors c'est vrai qu'on peut essayer de suivre à la lettre ce que nous dit Platon de cette expérience que Socrate fait avec l'esclave, mais aussi on peut peut-être essayer de comprendre, hein, puisque Platon nous dit clairement sa position, hein, qui est une vision transcendante des choses. Mais est-ce que quelque part, on ne peut pas penser que déjà en prenant ce bâton, hein, qui est l'image d'une ligne droite, hein, cette capacité à faire un dessin sur le sable, même si l'esclave n'avait pas été à l'école, quelque part il avait déjà vu représenter des figures, il avait quand même vu ici ou là des formes qui représentaient, qui ressemblaient à celles que Platon dessinait sur le sable. Même s'il n'avait pas été à l'école, il avait quand même observé un certain nombre de choses et écouté un certain nombre de choses. Donc, une première idée, donc, cette capacité qu'avait l'esclave de quand même, malgré tout, conceptualiser un certain nombre de choses. Par ailleurs, il n'est pas si inculte que ça, parce que, quelque part, quand Socrate lui parle, il comprend ce que Socrate lui dit. Donc déjà, il a en commun avec Socrate le langage. Et quelque part, c'est un langage qui n'est pas comme un langage, comme on peut l'imaginer, le langage des oiseaux, hein, qui est un langage de mots qui signifient quelque chose. Donc les mots sont des abstractions formidables, hein, parce que pourquoi le mot vache nous suggère l'idée d'une vache, c'est complètement arbitraire. Et quelque part, c'est une capacité d'abstraction qui est qu'on a de parler comme nous le faisons, qu'à l'évidence, et c'est une certitude, même si les animaux ont une espèce de langage entre eux, ce n'est pas un langage abstrait comme le nôtre, qui est constitué de briques avec lesquelles on essaye de reconstituer le réel. Chaque chose que l'on voit, on essaye de lui donner un nom pour essayer de décrire le monde. Donc cette capacité d'abstraction, l'esclave l'avait aussi.
Mais tout ça, c'est pas de la réminiscence, on n'est pas pour que l'esclave découvre le théorème de Pythagore, il peut très bien s'adosser à cette espèce d'aptitude qu'ont les hommes, précisément, de conceptualiser, même si ce ne sont pas des grands... même si la capacité n'est pas formidable, hein, comme celle, par exemple, de l'esclave, qui n'était sûrement pas rodé à faire fonctionner son esprit sur ces problèmes très abstraits de mathématiques. Mais quelque part, il avait quand même un certain nombre d'aptitudes immanentes qui pouvaient peut-être lui permettre de découvrir le théorème de Pythagore. Donc avec cette même expérience, on n'est peut-être pas obligé d'en arriver à la même conclusion que Platon. Puisqu'on a identifié le langage, on a identifié cette capacité de raisonner, de faire des relations entre ce qu'on a observé et puis un symbole qu'on va de façon abstraite dessiner sur le sable. Donc la raison, le langage, et peut-être d'autres choses, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui ne sont pas des choses transcendantes. Hein, la raison, le langage, ce n'est pas forcément des transcendants. Oui. Oui, monsieur, au fond là-bas. Et s'il y avait les deux? Et s'il y avait les deux? Et s'il y avait les deux? Bah oui, peut-être, oui. Mais c'est facile de dire, après on n'a plus besoin de réfléchir. Oui, pour tout ce qui est des formes géométriques et beaucoup de notions scientifiques et mathématiques, ça existe dans la nature indépendamment de l'homme. Comme premier point. Comme deuxième point, si Socrate et Platon veulent dire que le théorème de Pythagore est du domaine de la transcendance, ils devraient nous expliquer quand est-ce qu'ils ont eu cette révélation divine pour leurs ancêtres, pour leur apprendre ce théorème de Pythagore, leur apprendre toutes les choses cachées de l'univers dont l'homme, animal, aurait été incapable de découvrir tout seul. Si c'est de la transcendance, ça vient de l'extérieur. Je ne vois pas comment ça peut venir. Oui, c'est vrai, vous poussez la chose à la limite, mais vous avez raison. Hein. Il a bien fallu qu'une première fois, même si dans une vie antérieure, l'esclave avait connu le théorème de Pythagore et finalement, aidé par Platon, il s'en est finalement souvenu. Il a bien fallu qu'une fois ou une autre, quelqu'un qui, pour la première fois, peut-être dans une vie antérieure, comme il veut bien dire, mais pour la première fois, a découvert le fameux théorème. Sans aller jusqu'aux vies antérieures, qui sont une hypothèse véridique farfelue, apparemment, tous les philosophes grecs, tout ce qu'on en connaît, ils enseignaient entre eux. Donc simplement, de homme à homme, il y avait un progrès dans le domaine de la connaissance. Oui. Oui, ils n'avaient pas besoin de vie antérieure pour se proclamer philosophe. Par ma vie antérieure, je connais plein de choses que je n'ai pas appris. Oui. Personne, jamais j'ai vu ça dans les philosophes grecs, prétendre cet élément-là, cette position. Ben si, Platon le prétend quand même. Hein. Comment? Platon le prétend. Hein. Et quelque part, Platon, par cette idée-là, qui est une idée fondamentale, philosophique, hein, est à l'origine des religions monothéistes, donc les religions de la vérité révélée, et pas de la vérité qu'on essaye de trouver de façon immanente, mais de cette vérité révélée par l'extérieur du monde, hein, enfin de façon divine. Quelque part, Platon, par cette idée de transcendance et de réminiscence qu'il ouvre, et pas seulement dans ce dialogue, hein, ouvre la porte aux religions monothéistes qui vont advenir par la suite. Oui, mais à ce moment-là, Platon est créateur ou initiateur
des religions, des révélations divines, mais ça ne veut pas dire que ça existe. Il le crée lui-même, il fait son hypothèse, et c'est pas parce que le sieur Platon l'a dit que toutes les révélations, ça marche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vois pas pourquoi. Bien sûr, puisque vous avez beaucoup de gens qui pensent le contraire, bien sûr. Parce que toutes les formes, tous les progrès scientifiques, tout c'est dans la nature, c'est de l'astrophysique, c'est de la matière. Il n'y a pas besoin de révélation. Bien sûr. Par contre, ce que l'on constate, c'est que dans l'évolution humaine, les outils définis par l'homme augmentent. S'améliorent, on le voit avec non seulement les outils industriels, mais avec tous les outils intellectuels, d'informatique, etc. Mais l'homme reste toujours un animal. Je n'ai pas l'impression que la bestialité, l'animalité, les comportements humains ou inhumains des hommes à travers le monde, pour s'entretuer, se dominer, etc., qu'on ait fait des progrès depuis les philosophies grecques. Il n'y a aucun progrès dans la voie de l'humanité. Dans les connaissances spirituelles, mathématiques, physiques, il y a des progrès. On amasse du matériel, des connaissances, des briques, mais dans le comportement des humains, c'est quand même un animal primitif qui a toujours ses instincts. Pour vivre, il faut tuer, manger ou être mangé, dominer, le mal dominant, la force, la violence, tout ça reste. Oui. Et même presque de... Donc vous dites de progrès technique, mais aucun progrès au niveau des valeurs et de la morale. Sinon, on ne parlerait plus de Platon, de Socrate, de tous ces philosophes. On serait bien au-dessus. Et on n'arrive même pas encore à leur niveau dans nos sociétés actuelles. Oui, mais c'est la façon de penser. Hein. C'est cette aptitude à raisonner en essayant de s'approcher de la vérité. Et c'est vrai que les philosophes antiques avaient passablement défriché le chemin avec souvent des controverses très importantes, hein, pratiquement à la même époque, entre un Platon qui est donc un idéaliste et puis comment s'appelle-t-il, Épicure, hein, qui est un pur matérialiste, hein, pour ne citer que lui. À quelques dizaines d'années près, vous avez deux thèses qui s'opposent quelque part fondamentalement. Et quant à savoir si au niveau des valeurs rien n'a changé et si c'est pas mieux maintenant, à l'époque de Platon, il y avait quand même des esclaves et dans bon nombre de civilisations, même dans toutes, je pense qu'il n'y en a plus, même si c'est peut-être que l'esclavagisme se fait sous d'autres formes, mais c'est pas véritablement une séparation entre d'une part les esclaves d'un côté et les esclaves de l'autre, enfin quoi qu'en Inde, ouais, bref. Ouais. Dernière sur cette question. On n'aura plus le temps après, monsieur. Oui. Hein, un quart d'heure. Allons-y. Juste une qui serait en fait des degrés de transcendance. Transcender, finalement, c'est ce qui dépasse. Donc, se transcender, c'est aussi se dépasser. Et je me demandais en entendant s'il n'y avait pas, par exemple, dans la morale, une transcendance déjà des instincts. Donc, on atteint un certain degré de transcendance en soi quand on domine ses instincts par une morale. Et qu'il n'y aurait pas particulièrement à l'homme une vocation, un destin, un sens peut-être à sa vie, qui serait effectivement une transcendance progressive qui amènerait à des degrés de connaissance jusqu'au jour où peut-être il y aura la révélation de la transcendance avec un grand T. Et qu'en fait, cette transcendance-là, l'absolu, finalement, elle serait ultime, mais que pour atteindre cet état ultime, encore faut-il passer par les degrés intermédiaires. Et effectivement, on a tendance à redescendre, la morale se perd, on retombe pour peut-être essayer de regagner ces paliers. Donc oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais plutôt que de transcendant, je parlerais plutôt de transcendantal. Les valeurs, mais c'est simplement pour rester fidèle à la définition du mot transcendance. Parce que transcendantal, ça procède de l'immanence avec cette volonté de s'élever, effectivement.
et donc de s'élever notamment par les valeurs morales, alors que transcendant, c'est une morale qu'on s'impose à soi-même, parce qu'on pense que c'est une chose qui est bonne, alors qu'une morale transcendante est une morale qui vient divine, donc de l'extérieur, et même si elle est la même, qu'il y a certaines morales matérialistes qui rejoignent certaines morales de croyance, hein. Même si elles se rejoignent, elles sont d'essence différentes. Dans un cas, c'est l'homme qui essaye de s'élever, et dans l'autre, c'est pour quelque part faire ce qu'il doit faire, ne fût-ce que pour gagner sa vie éternelle. Hein. Donc c'est pas forcément, dans un cas, c'est quelque part une volonté désintéressée, cette volonté de s'élever, puisque quelque part, comme il ne croit pas en général en l'immortalité et donc à la récompense du bien agir après sa mort, quelque part dans la volonté morale du matérialiste, il y a quelque chose de plus désintéressé que dans la morale de celui qui croit et qui en attend une vie éternelle, en fait. Bon. Mais donc, je parlerai plutôt de transcendantal, avec cette idée d'élévation, si l'on veut rester dans le domaine de l'immanence. Bon. Transcendante, donc, au sens classique et transcendant, ce qui est extérieur et supérieur au monde. C'est ce qui est au-delà, ce qui surpasse le monde en étant d'un tout autre ordre. Ainsi, pour Platon, le monde des idées s'oppose au monde d'en bas ou matériel. Par exemple, les choses ne sont pas belles en vertu d'un jugement relatif, mais parce qu'elles se rapportent à une idée de la beauté absolue, éternelle et universelle. Voilà ce que pense Platon. Dans le dialogue du Ménon, c'est parce que l'esclave ignorant questionné par Socrate s'est rappelé une connaissance que son âme immortelle avait contemplée dans une vie antérieure, donc théorie de la réminiscence, qu'il va redécouvrir le théorème de Pythagore. S'il existe un monde donc hors du monde, ne peut-on pas penser que les idées sont transcendantes, immanentes? Est immanent tout ce qui est dans la nature, donc intérieur au monde et en dépend. S'il n'existe rien d'autre que l'univers ou la nature, tout est immanent. David Hume explique que toutes les perceptions humaines se divisent en deux classes qui se distinguent par le degré de force et d'intensité avec lequel elles impressionnent l'esprit. La première, les impressions qui entrent dans la conscience avec le plus de force et de netteté, sont les sensations, les émotions et les passions, au moment même où nous les expérimentons. Les images affaiblies de ces impressions s'appellent les idées ou pensées. Donc pour Hume, les idées ou les pensées sont des images affaiblies dans notre cerveau, hein, de nos sensations. Entre impression et idée, la différence est la même qu'entre un fait concret et le souvenir que nous en gardons. L'une comme l'autre, hein, impression ou idée, permettent des associations et l'émergence d'idées nouvelles. Donc c'est comme une espèce de Lego que l'on ferait. Pour les empiristes, Socrate aurait seulement facilité le travail de l'esclave du Menon en lui proposant des associations d'idées, à partir d'expériences qu'il aurait eues au préalable, et non pas dans une vie antérieure. Donc si hors du monde rien n'existe, les idées ne sont-elles pas qu'une forme immanente de la matière? Donc les idées ne sont-elles pas à la fois immanentes, empiriques, donc intérieures au monde, et transcendantales? Je n'ai pas dit transcendantes. Non empiriques, donc extérieures à l'expérience, mais intérieures au monde. Bon, dernière, en guise
Pardon. J'ai pas appuyé sur le bon. Ah non, on peut tout faire défiler. Dernière, on peut essayer de faire une petite synthèse. D'où viennent les idées donc? On essaye de se faire une petite synthèse. J'aimerais bien entendre les explications de quelqu'un qui croit que les idées sont transcendantes. Je vous propose quelques pistes. Si donc, j'ai creusé surtout la voie de l'immanence. Hein. Parce que c'est vrai que la transcendance, on n'a pas grand-chose à en dire. Hein. Ça vient du haut ou ça vient pas. Mais pour l'immanence, on peut essayer de comprendre comment... Donc j'ai proposé quelques pistes. L'expérience, la raison, le langage, la technique. Quelqu'un a cité la technique tout à l'heure. Je pense que c'est assez intéressant. Oui, je vous laisse la parole pour conclure. Je suis dans la transcendance, je peux? Comment? Je suis dans la transcendance, je peux. Ah oui, avec plaisir. Je maintiens l'idée de transcendance qui n'enlève rien du tout à l'immanence, c'est-à-dire il y a une part immanente qui est une activité intellectuelle et qui va dépendre de tout ça, d'une construction de notre cerveau, de neurones, de médiateurs, de tout ce qu'on veut au niveau technologie cérébrale. Et puis, à un moment donné, il y a accession à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. C'est l'idée de génie qui va révolutionner, c'est l'idée qui vient de nulle part, que personne n'a jamais eu avant. C'est la définition d'ailleurs du génie, c'est qu'il amène quelque chose de nouveau. Et ça, ça ne peut pas être produit par l'esprit. Parce que justement, il n'y a pas d'expérience avant. Si ce n'est, c'est une expérience en soi-même. Il n'y a pas d'autre expérience qui amène à ça. C'est pas raisonnable parce que ça dépasse le cadre de la raison. Ça ne peut même plus se dire parce que ça se vit. Et en fait, voilà, ça dépasse la technologie cérébrale uniquement. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir plein d'idées qui germent de manière immanente de l'intérieur de soi par tous ces principes-là. Par contre, effectivement, et c'est là que ça se complique, c'est que comme ça jaillit à l'intérieur de l'être humain, ça peut être inné, alors vie antérieure ou pas, peu importe, parce qu'on ne peut pas le prouver, effectivement. Comme ça jaillit à l'intérieur, ça reste immanent, mais d'une part de soi qui est transcendante. Voilà. La vision de... Mais en fait, la question, c'est de savoir si cet éblouissement génial, pour reprendre votre expression, est quelque part éclairé de l'extérieur, ou si cette flamme, ou cette fleur, comme vous voulez, a pu apparaître pour la première fois parce que le terreau était fertile. Si le terreau est fertile, c'est de l'immanence. Si c'est quelque part un peu miraculeux et venant de l'extérieur, hein, comme un éclair qui viendrait de l'extérieur, d'un autre monde, là on peut parler de transcendance. C'est un peu compliqué parce qu'effectivement il y a un terreau qui est une préparation, mais même au niveau de l'humanité, à un moment donné est arrivé un Einstein, à un moment donné est arrivé un, je ne sais quel Pythagore. Donc il y a effectivement cette préparation, mais il n'empêche, donc c'est pour ça que c'est jamais contradictoire, il n'empêche qu'à un moment donné, il y a une puissance supérieure à tout ce que l'esprit de l'homme peut produire, qui vient, avec laquelle il se connecte, avec laquelle il peut être en relation.
Donc il y a peut-être effectivement une préparation, une évolution générale, mais à un moment donné, cette préparation, finalement, ne sert qu'à cette connexion possible. Vous avez une vision déterministe du monde. Parce que vous dites, quelque part, Einstein n'arrive pas par hasard. Mozart n'arrive pas par hasard. C'est dans la destinée du monde que Einstein et Mozart arrivent à ce moment-là. L'histoire est écrite et quelque part, comme elle est écrite, on se pose immédiatement la question, mais qui l'écrit? Et donc à ce moment-là, c'est forcément quelque chose d'extérieur au monde. Mais il y a une vision immanente de l'explication des génies. C'est le terreau fertile, où quelque part il y a une part de hasard qui est extrêmement importante. Dans la vision déterministe que vous évoquez, il n'y a pas beaucoup de place au hasard, mais dans la vision de l'immanence, il y a une place au hasard des circonstances. Ouais. Enfin, moi, pour ma part, je dirais que le hasard est probablement la chose la plus importante. D'abord, comment le monde va bien au-delà de notre petite planète Terre. Et puis, je pense par exemple à une loi qui dit que si vous prenez des bactéries, que vous les mettez sur un milieu qu'elles ne peuvent pas métaboliser, vous voyez cette population de bactéries qui baisse, puis à un moment donné, elle monte. Pourquoi elle monte? Parce que, par hasard, une mutation est survenue et a fait qu'elle pouvait se mettre à métaboliser le milieu sur lequel elle vivait. Et donc, à ce moment-là, il y a une croissance exponentielle de cette population. Le hasard joue beaucoup dans les mutations, notamment. Maintenant, c'est quelque chose qu'on commence à comprendre, mais pas à maîtriser, bien sûr. Absolument, oui. Je pense notamment à Prigogine, qui est ce prix Nobel de chimie, qui, quelque part, met à la base de sa théorie une part importante du hasard. Et dans toutes les théories évolutionnistes de la complexité, il y a une part importante qui est donnée au hasard. Mais le hasard est un élément comme un autre. Il ne faut évidemment pas porter de jugement de valeur parce qu'on va dire oh ben, le hasard fait bien les choses. Non, le hasard fait partie du système dans lequel nous naviguons et quelque part il fait que même si on peut quelque part prédire un peu les choses, et c'est le but des sciences, les prédictions totales et absolues sont quelque part impensables. Autrement dit, il ne faut pas confondre certitude et vérité. C'est pas parce que on aurait accédé à la vérité, je vous disais tout à l'heure qu'il y a peu de chances qu'on y arrive, mais en plus, même si on la détenait quelque part, il faudrait faire avec l'incertitude, parce que la vérité, c'est une abstraction. Et quelque part, nos vies ne sont pas des abstractions. Et quelque part, on est bien obligé de faire avec l'incertitude, quelque part, qui gère nos vies d'une certaine façon. Bon. Voilà. Donc, je vais conclure en vous disant ce que j'ai pu en dire sur ces 4 voies. Donc, si nous ne souscrivons pas donc à la conception idéaliste de Platon selon laquelle l'origine des idées se trouve dans un temps antérieur à la naissance de façon transcendante, donc au-delà de toute expérience, les 4 voies immanentes suivantes peuvent éventuellement nous aider à résoudre cette question de l'origine des idées. Première voie, la voie de l'expérience. Selon David Hume, qui est un philosophe anglais,
de la catégorie dite des empiristes. Les idées ne sont rien d'autre que les images affaiblies des impressions dans la pensée. On a déjà eu l'occasion de le dire précédemment. Donc l'entendement humain fait des associations entre des notions abstraites qui ressemblent à la réalité perçue au travers de la perception des sens. Mais par quelle alchimie la transmutation entre perception et notion se fait-elle? Donc c'est quand même pas sans continuer à se poser des questions. La voie de la raison. Selon Kant, l'entendement humain est configuré a priori selon les modalités du temps et de l'espace. Donc il y aurait comme ça une espèce de notion a priori dans le cerveau humain qui lui permettrait de rationaliser. Sans en appeler à une quelconque transcendance, pas plus qu'à l'expérience, l'entendement humain serait capable de jugements synthétiques a priori à l'origine de ce qu'il appelle la raison théorique. Donc la raison théorique, pour lui, c'est la raison qui permet de connaître. Mais d'où peut venir cette aptitude à la rationalité de l'entendement humain? Donc on peut toujours encore se poser des questions. La voie du langage. Donc selon Wittgenstein, donc, qui est un philosophe autrichien qui a changé de nationalité par la suite, donc qui est devenu britannique, c'est l'échange linguistique qui est à l'origine des idées. Les mots sont des outils, il s'agit par un jeu construit d'idées discrètes de découper le réel puis d'en recoller les morceaux d'où jaillissent les idées, notamment les idées nouvelles, quand on agence les briques différemment, parce qu'on est insatisfait de la première façon dont on les a agencées. Mais d'où peut venir cette aptitude au langage normatif des hommes, puisque quelque part le langage norme le réel. La voie de la technique, donc c'est la voie la plus récente, hein, qui a été mise en évidence par Bernard Stiegler, qui est un philosophe français contemporain. C'est dans les 3 mémoires de l'espèce humaine, dont notamment, et c'est là sa spécificité, hein, celle issue de la technique, que surgissent les idées. Cette idée de technique a été évoquée. Donc ces 3 mémoires sont les suivantes. La mémoire phylogénétique, naturelle de l'espèce, donc le génome humain, qui est une espèce de trame que se transmettent les hommes, et qui, si elle évolue très faiblement au fil du temps. Une mémoire individuelle, historique de chacun, comme ça a été dit aussi. Et c'est là qu'il est un peu original quand il parle de mémoire de l'espèce externalisée, disposée dans les objets techniques. Autrement dit, il estime que les objets techniques qui passent les générations, ces outils de plus en plus évolués qui sont à la disposition des hommes, quelque part, est une trame d'idées que se transmettent les hommes sur lesquelles ils bâtissent de nouvelles idées. Mais d'où peut venir la capacité humaine de créer des outils de plus en plus évolués? Donc, hypothèse que je forme en tissant des connexions neuronales inconscientes entre les différentes mémoires du cerveau, l'esprit humain ne serait-il pas capable de faire surgir des scénarios alternatifs, conscients, qu'il confronterait rationnellement ensuite à la réalité? Parce que c'est pas le tout d'avoir des idées, mais il faut essayer d'avoir des idées vraies. Donc, en guise de conclusion, je vous propose comment pourrait-il exister des idées innées ou absolues? Ce serait penser sans travail. Ce serait penser sans travail. Penser sans penser, dit Comte-Sponville. Autrement dit, toute pensée est un travail. Mais ce travail de la pensée n'a-t-il pas une exigence qu'on appelle vérité? Et c'est vrai que, à quoi nous servirait-il de penser si on ne cherchait pas la vérité? Si ce n'est qu'en
ça peut être sympathique de discuter comme ça à bâton rompu, mais quand même philosopher, c'est quand même essayer de chercher la vérité. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.